Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette série d'interviews vidéo autour du rapport publié cette semaine par l'Institut Montaigne Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle. Aujourd'hui, pour débattre de ces thématiques clés abordées au sein du rapport, je vous propose d'écouter le général de corps aérien Patrick Lefebvre de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Ce rapport tombe à point nommé au moment où va s'engager la revue stratégique et effectivement le contexte mondial a changé, le monde a changé et la conflictualité évolue. Et je pense que sans jouer les Cassandres, il y a fort à parier qu'on assiste dans le temps à un durcissement de ces conflits. Et c'est à cela qu'il faut se préparer et je pense que le rapport a raison de souligner que ce durcissement va changer radicalement les approches militaires des États, d'une part, et des coalitions lorsqu'elles seront engagées sur des théâtres d'opération où on risque d'assister à des conflits beaucoup plus durs. Ça, c'est très important. Il faut donc mieux se préparer, mieux armer nos armées. C'est un des points qui est aussi souligné dans ce rapport. Finalement, comment est-ce qu'on se prépare mieux à affronter ces risques qui se présentent à nous? Alors on voit bien en toile de fond la confrontation des puissances, c'est-à-dire que vous avez les grandes puissances américaines et chinoises qui sont dans une rivalité qui couvre un spectre très large. Vous avez à l'intérieur de tout cela des puissances régionales qui s'affirment davantage et qui, en général, placent certains États, certains partenaires devant le fait accompli. Comment mieux répondre aux conflits futurs? Eh bien, il faut s'entraîner ensemble. Ça me semble être un point clé. C'est-à-dire tout exercice réalisé à l'échelle européenne avec des partenaires, c'est une démonstration qui peut montrer à ceux qui nous opposent le fait accompli que nous sommes capables d'y répondre. Et ça me semble très important. On voit bien dans le monde, et notamment à proximité de chez nous, dans l'espace méditerranéen, en Libye, des conflits se durcir avec des bulles d'interdiction d'accès. Et ça, c'est ce qui dessine un petit peu les conflits de demain. Donc il faut qu'on s'entraîne ensemble pour montrer notre capacité à surmonter ces difficultés et montrer qu'on est capable de s'imposer, y compris dans cette conflictualité nouvelle. Et l'entraînement me semble, pour toutes les armées, un élément clé de la préparation du futur. Comment voyez-vous aujourd'hui les informations du rapport autour du numérique et surtout ce numérique dans ce jeu de puissance qui est en train de s'opérer? Alors je crois que le rapport a mis le doigt sur un sujet majeur, le numérique, la transition numérique, et il peut même aller plus loin. Il pourrait aller plus loin en évoquant les technologies disruptives, ce qu'on appelle les missiles hypervéloces, le quantique. Aujourd'hui, les technologies deviennent un outil de hiérarchisation des puissances. C'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, et on voit bien les deux compétiteurs. Je crois que l'Europe a tenté de jouer sa partition, notamment au plan réglementaire. Il a affiché des normes. La réglementation générale de la protection des données, c'est une façon de se protéger dans le champ du numérique, mais en revanche, on a un retard évident. Et il sera difficile de le combler. Pour autant, ce n'est pas la peine de l'accroître. Donc il faut impérativement mobiliser toutes les énergies vers ces technologies d'innovation, ces technologies disruptives. On a la capacité, c'est un facteur d'autonomie stratégique, nationale bien sûr, mais pas seulement. On y reviendra peut-être plus tard sur l'autonomie stratégique, mais le numérique est évidemment le game changer numéro 1 de ce qui va se passer dans la conflictualité. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des armées numériques, ça veut dire que tout ça va conditionner l'avantage opérationnel dans les schémas, dans les cercles de décision, dans la façon d'appréhender le renseignement. Tout ça relève maintenant, désormais, des outils numériques, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui nous permet d'aller plus vite dans la prise de décision et qui donne évidemment un avantage opérationnel. Donc ça s'intègre parfaitement dans la logique de la préparation des armées futures, de la défense du futur, de la sécurité du futur, bien souligné par l'Institut Montaigne.
Dans le cadre du numérique et donc de l'innovation dont vous venez de parler, vous appelez aussi à des encouragements, à des investissements économiques qui sont absolument clés. Et tout cela doit s'opérer dans un contexte économique difficile. La crise va évidemment se perdurer. Alors la crise sanitaire, mais bien évidemment une crise économique qui va s'en suivre. On voit bien que les finances publiques vont être touchées. Donc on parle là évidemment des budgets, notamment de la sécurisation à la fois de la LPM, mais il y a aussi des enjeux électoraux, puisqu'on sait notamment que l'un des efforts majeurs de la LPM se produira sur l'année 2023 et nous serons donc dans un nouveau quinquennat. On voit également le Fonds européen de défense qui est revu à la baisse. Est-ce que d'un côté vous appelez à des investissements en termes d'économie qui sont absolument clés et d'un autre côté on voit bien que la situation économique est quand même très tendue aujourd'hui? Alors, on fait face à une difficulté majeure. C'est vrai que vous l'avez souligné, la crise du Covid-19 a mobilisé des fonds pour aider les citoyens, pour aider la société en général. Pour autant, cette aide ne sera pas suffisante pour affermir l'économie, pour redynamiser la dynamique économique. Et donc, il ne faut pas hésiter à poursuivre l'effort vers les secteurs d'innovation. Je pense que les régions ont leur rôle à jouer, c'est-à-dire qu'au niveau régional, il faut encourager ces secteurs d'innovation en les protégeant, notamment la protection informationnelle, les attaques cyber, la protection du patrimoine, mais les encourager à aller vers des technologies nouvelles parce que ça sera un facteur considérable de développement économique d'une part, donc ça permettra de supporter cette dette qui s'accroît aujourd'hui dans le contexte du Covid. Ça permettra un redémarrage plus facile. Si on abandonne ce segment d'innovation dans le champ des technologies, on perdra au plan économique beaucoup plus qu'on ne gagne en pensant faire des économies substantielles sur des segments qui ne les méritent pas pour l'instant. C'est le temps long qui compte. Là, nous sommes dans le temps court. La crise du Covid-19, c'est encore le temps court. Il faut la regarder objectivement. Donc, il faut miser impérativement. C'est un appel, en fait, vers tous les acteurs qui innovent. Et ça me semble être une clé de la dynamique nationale et européenne. Sachant que l'Europe est quand même un peu vulnérable et en difficulté face aux grands compétiteurs internationaux comme la Chine ou les États-Unis. Vous parlez de l'Europe générale. Que pensez-vous de l'autonomie stratégique européenne qui est abordée dans le rapport de l'Institut Montaigne et qui est aussi au cœur de beaucoup d'enjeux et de débats aujourd'hui? Que pensez-vous de cette Europe de la défense dont on entend parler depuis longtemps maintenant? Alors, on en entend parler depuis tellement longtemps que ce propos n'engage que moi, mais j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Il y a une diplomatie à reconstruire, il y a une dynamique à reconstruire, il y a une place à récupérer et il y a un décrochage qu'il faut éviter d'accélérer. On l'a dit dans le champ du numérique. Donc, l'autonomie stratégique de l'Europe, oui, mais le nombre de pays européens qui envisagent, qui sont convergents vers une accélération de cette dynamique d'autonomie stratégique sont assez peu nombreux. On s'est trop largement reposé sur nos grands alliés, sur nos grands protecteurs. Et là, il y a une démarche qui évidemment ne peut pas être contestée, mais qui va me sembler très difficile à mettre en œuvre dans les 30 ans qui viennent. Et c'est là où on aura probablement des actions combinées à réaliser avec des structures comme l'OTAN, où il va falloir repositionner, transformer l'OTAN pour mieux partager le fardeau. D'ailleurs, c'est dit dans le rapport, mieux impliquer les Européens dans cet outil au service de la défense européenne. Donc vous voyez, on est toujours dans cet équilibre un peu difficile entre d'un côté l'Alliance Atlantique et de l'autre côté l'Union Européenne et l'Europe de la défense qui a du mal à partir, même si des actions concrètes voient le jour, mais insuffisamment à mon sens. Quel est aujourd'hui le dernier message que vous adresseriez sur cette défense face aux risques du XXIe siècle? Je crois qu'il faut vraiment faire preuve d'imagination. On cherche à chaque fois des termes nouveaux, asymétrie, hybridité. Je crois qu'il faut être lucide et réaliste, sans jouer les Cassandres.
il y a un vrai risque. Les équilibres du monde, le monde change, il y a un vrai risque. Et il faut mobiliser son énergie pour évidemment ne pas affaiblir les lois de programmation telles qu'elles ont été votées. En tout cas, on semble s'y tenir. Et puis avoir une temporalité qui dépasse la temporalité politique d'un mandat exécutif. C'est-à-dire qu'il faudrait presque une forme d'engagement régalien sur ce qui va venir après. Il faut une pente positive, il faut des forces qui s'entraînent, très important, des forces qui s'entraînent. Qu'elles soient bien équipées, c'est une chose, mais attention au rapport de force. N'oublions pas que dans cet entraînement, on peut avoir des outils intermédiaires qui répondent assez bien aux objectifs militaires, sans chercher des outils qui, un peu le couteau suisse, qui fait tout, mais qui dans les faits ne répond pas. D'ailleurs, je crois que le couteau suisse est largement cité par l'Institut Montaigne, mais qui ne répond pas objectivement aux tâches assignées. Donc il faut penser à ça, préparer nos armées et inscrire dans le temps long, avoir une forme de patience stratégique. C'est un peu à la chinoise, mais dans la guerre hors limite, c'est ça. C'est la patience stratégique qui permet d'enregistrer des gains et qui permettra, si on le démontre, de montrer que la France et que l'Europe tiennent encore leur place dans le concert des nations. Ça, c'est très important.